T'es sûr de tes infos? Bah écoute, je comprends pas, je te localise pas non plus. Parce que quand je marque Vierzon dans mon GPS, il me dit destination inconnue. Mais j'habite pas Vierzon, arrêtez avec ça, putain, j'ai dû y foutre les tartines 2 fois dans ma vie. Sérieusement? Arrête, assume un peu, on sait très bien que t'habites là-bas, hein. Là, il me fait dormir à chaque fois que je monte le voir. Alors, déjà, pourquoi tu montes? Je t'ai rien demandé, moi. Pourtant, c'est bien l'adresse que tu m'as envoyée. Hein. Mais pas du tout. Qu'est-ce que... Quoi? Alors attendez, je crois comprendre. Ce serait bien la première fois, humain. C'est toi qui as essayé de la pirater, c'est ça? C'est effectivement la seule manière que j'ai trouvée pour nuire à cette humaine, pour le moment. Je le savais. Elle a le droit de faire ça? Alors, normalement, non. C'est tout. Mais what? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah tu voulais du sordide, sois la bienvenue. Mais tous nos messages sont effacés et je viens de recevoir une injonction du tribunal comme quoi j'ai pas le droit de t'approcher à moins de 500 mètres. Ah non, c'est la mienne ça. Je l'ai envoyée à l'IA, elle a juste mis ton nom à la place. Oh, moi aussi! Ah bah finalement, elle l'a envoyé à tout le monde alors. IA, on en a déjà parlé, tu sais très bien que personne ne pourra jamais te remplacer. Allez, rends-lui ce message, s'il te plaît. C'est bon, j'ai un itinéraire. Ah bah ça va, on se refuse pas les beaux quartiers. Disons que YouTube rémunère pas trop mal ces derniers temps. Ok, je suis là pour le dîner. Bah parfait. En attendant, du coup Kevin, petit épisode? Hein? C'est toujours l'été, les vacances, les balades à l'autre bout du pays, la voiture chargée ras la gueule vers d'exotiques contrées, et maintenant plus personne n'envisage de se déplacer vers un lieu inconnu, de chercher le nouveau club échangiste en race campagne non encore répertorié sur les cartes sans GPS. Et je parle même pas des Parisiens qui roulent tout le temps avec Waze dans les bouchons, dans l'espoir qu'on leur propose un itinéraire bis pas du tout adapté, que tous les autres vont également prendre, faisant ainsi passer la moyenne de 57 minutes au kilomètre à 58 pour te retrouver à la prochaine sortie collé derrière la voiture qui te suivait jusque-là. Il y a quelques années encore, le GPS c'était un objet spécifique, cher, lourd, encombrant, et il fallait vraiment en avoir un usage régulier pour justifier son achat. Aujourd'hui, tout le monde l'a sur son téléphone, donc on s'en sert tout le temps. Exactement comme Trottle qui sponsorise cette vidéo. Toi aussi tu veux explorer, te balader à l'autre bout du monde ou au coin de ta rue, découvrir des lieux uniques qui te correspondent vraiment, loin des guides encombrants et impersonnels, suivre tous ces endroits insolites mis en avant dans ces épisodes et partager tes lieux secrets à toi qui méritent d'être bien plus connus, ou juste respirer face au Mont Blanc, assis sur le banc que tu ne trouveras nulle part ailleurs et dont la modestie n'a d'égal que le point de vue unique. Télécharge vite Trottle sur Android et iOS et viens rejoindre la communauté. Mais en fait, ça marche comment ce merdier? Comment ton téléphone, ou ton boîtier GPS, ou ta montre, sait où tu te trouves? Et oui, c'est vrai ça, comment? Bonjour, je peux faire quelque chose pour vous? Je suis un spectateur anonyme, mais j'ai découvert un truc, je pense que c'est énorme. C'est pour ça que je parle juste incognito. Bah allez-y, on écoute votre témoignage. Bon, mais je vois la dernière fois, j'étais à Euro Disney avec mon groupe de réflexion, là, combattre l'élite mondiale. Je regarde le plan pour savoir où je me situais par rapport au Space Mountain. Et là, je vois un point, vous êtes ici. Du coup, je commence à me méfier des caméras, je rase les murs, et je vois Nemo qui passe, je me faufile juste derrière pour faire comme si j'étais ses nageoires, parce que moi je suis plutôt calé en tout ce qui est camouflage. Bon, du coup, je fais tout pour qu'on me repère pas. J'arrive à Pirates des Caraïbes, je regarde le plan, mais de nouveau, ils me disent vous êtes ici. Oh, comment ils y ont su ça? Dis donc, après ça, venez pas me dire qu'on n'est pas traqué par le gouvernement. Ah mais moi je dis rien. Mais en effet, comment le gouvernement ou les designers du parc peuvent savoir que vous êtes ici? Une position c'est X et Y sur une carte, une abscisse et une ordonnée. Une combinaison unique qui ne correspond qu'à un seul point, parfaitement identifiable, qui permet de se situer sans ambiguïté. Par exemple... Comme aujourd'hui c'est le Grand Prix de France de Formule 1, j'ai plus qu'à taper les coordonnées GPS de Manicourt et j'arrive. Pourquoi les tribunes sont rouges? Pourquoi il n'y a que des motos? Comme ça je dirais parce que le GP de France ne se court plus à Manicourt. Mais depuis quand? Depuis 2008 à peu près. Elles sont où les voitures? Elles sont au Castellet. Personne m'a prévenu moi. Bon, ok, je me suis planté, c'est pour moi. Il suffit juste d'aller au Castellet, c'est dans le Var, c'est facile. Ouais. Ça ressemble pas du tout au Var, je vois pas avec quoi t'aurais pu confondre, mais bon.
Bon, ok, ça vient peut-être pas que de moi, là. Bah non, là, j'ai tapé les bonnes coordonnées du circuit, c'est bon, et ça m'a envoyé vers cette espèce de truc tout pourri, là. Oh putain. Mais merde! Bref, une position, c'est un point par rapport à un autre. Que tu sois à 1 km de tel ou tel truc, ou à une coordonnée GPS spécifique, il faut définir des points de repère sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. On l'a vu dans l'épisode sur comment mesurer l'altitude, qu'on avait disposé un peu partout des bornes géodésiques, des points qui nous permettent de nous repérer précisément. À partir de là, d'une position connue, je peux savoir si je suis à 100 mètres de là, et donc connaître ma nouvelle position. Pour ça, c'est super simple, il suffit de me balader avec une sorte de fil gradué par exemple, de l'attacher à une borne quand j'en vois une, et de dérouler. Voilà, j'ai déroulé 100 mètres de câble, donc je sais que je suis à 100 mètres quelque part autour d'une borne. Je sais pas dans quelle direction par contre, je connais juste la distance. Pour connaître ma position plus précisément, c'est aussi simple, je me munis d'une deuxième corde graduée que je pars attacher à une deuxième borne géodésique dont je connais également la position, et je déroule. Bon, là je suis à 100 mètres d'une borne, 150 mètres d'une autre, je sais donc que je suis à l'intersection exacte autour de cette borne et de celle-là. Enfin, à une des deux intersections. À part si je suis parfaitement équidistant, je peux me trouver à deux endroits en même temps. Et je suis pas un putain d'électron, je suis forcément à un seul endroit à la fois. J'ai pas encore le don d'ubiquité comme Saint-Benoît. Donc pour pallier ce problème, je me munis d'un troisième putain de câble, je trouve une troisième putain de borne géodésique, je l'accroche, je déroule, je trouve que je suis à 100 mètres de une, 150 mètres d'une autre, et 300 mètres de la troisième. Voilà, maintenant c'est sûr, je suis obligatoirement à cette intersection-là et pas à une autre. Mais nom de bleu, je sais pas où je range mon casse-graine dans tout ce fatras de câbles que je suis obligé de me coltiner en trekking. Je suis pas Lara Croft, moi, à pouvoir ranger 5000 munitions de 12 armes différentes, dont un lance-roquette, dans un mini sac à dos et pouvoir continuer à enchaîner les saltos arrière. Donc, pour résoudre le problème des câbles qui gisent partout, surtout si tous les randonneurs se mettent à faire la même, ça va vite me gonfler cette histoire, on pourrait par exemple utiliser le temps de marche. On a vu que ça a été longtemps une mesure utilisée comme étalon. On résout ainsi le problème des câbles, mais par contre, toujours pas le problème des détours intempestifs jusqu'aux bornes. Sans compter que j'étais juste venu me détendre les guibolles à observer les marmottes en communion avec la nature. J'avais pas forcément prévu de crapahuter après les bornes pour connaître ma position exacte. Bon, ok, on va pas tout jeter, le principe est ok, mais la technique pêche un peu. C'est un peu comme la chaîne 12 par sec. L'idée est bonne, mais le produit final fait quand même très artisanal. Bon bah, moi je filoche du coup. Ah ben non, ça allait être à toi. Reste mobilisé, je vais te solliciter incessamment. Bien, donc la corde, le nombre de pas ou le temps de marche, ça donne une indication, mais on pourrait utiliser d'autres outils plus rapides et efficaces. Comme par exemple, le son. Quand tu mates des éclairs ou les feux d'artifice, entre la lumière qui arrive quasi instantanément et le son qui se meut moins vite, il y a un décalage. En comptant le temps entre les deux et connaissant la vitesse du son, on peut en déduire donc la distance. 340 mètres secondes, si entre l'éclair et le son il se passe 3 secondes, c'est que tu es à une borne de l'éclair. Bon là toujours pareil, 1 km mais autour sans savoir exactement. Et puis de toute façon, on ne sait jamais où la foudre va frapper, ni quand. Mais si on le sait. Non, on sait pas. Mais en tout cas, il y a de l'idée. Donc maintenant, imaginons que nos bornes géodésiques émettent une lumière et un son à intervalles fixes, genre toutes les 2 minutes. On voit la lumière, on attend les sons, on calcule, 2 secondes, 3 secondes par exemple et 5 secondes. À compter bien sûr qu'on sache d'où viennent chaque son, on peut savoir à quelle distance on est de chaque borne, et bim, 130 calculs de trigonométrie plus tard, tu sais où tu es. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Ouais, ça fait beaucoup, mais bon, on arrive presque à notre solution optimale. Et maintenant c'est à moi, non? Non. Pas encore. Le problème des bornes géodésiques, si elles émettent une lumière, il faut qu'on les voit en même temps. Le plus simple va être donc d'émettre non pas des signaux lumineux et sonores, mais un signal à intervalles réguliers, par exemple toutes les minutes. Bien, donc vous avez compris le principe avec le son, mais ça va pas bien loin. La vitesse du son change selon la pression et l'altitude justement ça pose problème selon où on est par rapport à la borne. Ça va augmenter notre distance. Donc on va bien entendu utiliser un truc un poil plus précis que le son, la lumière. Et des bornes d'émission plus hautes, des satellites. Et maintenant c'est à toi. Non mais c'est bon, je pars moi. J'ai une vie, une famille, j'ai des lentilles à trier. Ça suffit, c'est bon. T'as été briefé par Yann ou quoi? C'est ça, et Valentine aussi. Ils ont menacé de venir brûler ma maison si j'étais coopérative, donc bon. T'occupes pas de déroule, je m'en occupe.
Comme chacun sait, le premier satellite de l'histoire était Sputnik en 1957. Sputnik qui émettait des bips réguliers déjà. On pouvait donc le localiser grâce à cette signature sonore. C'était pas vraiment du son, mais on va y revenir. Et dès 1960, l'US Navy lance leur premier satellite, le système Transit, qui fonctionne par effet Doppler. L'effet Doppler, vous le savez, c'est ce qu'on entend quand Jean-Kévin passe sur son T-Max de Kaku. Il est plus aigu quand il s'approche que quand il s'éloigne. Ici illustré par la mélodie enchanteresse du V12 Renault de Fernando Alonso. La lumière, comme le son, sont des ondes. Ça vibre à une certaine fréquence. Donc quand le signal s'approche, les ondes arrivent plus vite vers nous. Elles sont compressées, et quand il s'éloigne, les ondes s'étirent, le son est plus grave, la lumière change. Et donc là, on connaît précisément le signal qu'on doit recevoir, sa longueur d'onde, donc selon le décalage, on sait à quelle vitesse le truc s'approche ou s'éloigne. Problème, dans les années 60, les ordis sont archaïques, et la quantité de calcul nécessaire pour obtenir une position prend un temps incroyable. Presque plus long que quand Tata Simone te raconte l'histoire de chacun de ses tatouages. La technique n'est pas encore tout à fait optimale, mais on s'en approche bien. La localisation par satellite, qui ne s'appelle pas encore GPS, trouve un usage pour le moment exclusivement militaire, jusqu'à un drame de 1983. Un vol de la Korean Airlines entre par erreur dans l'espace aérien russe et est abattu immédiatement. Reagan décide alors de déployer un système global et civil. Le système GPS, Global Positioning System, accessible aux civils, est entièrement déployé en 1995. C'est une flotte de seulement une trentaine de satellites qui couvrent l'ensemble du globe. Et oui, l'avantage des satellites, c'est qu'ils sont très hauts dans le ciel, à 1000 km. En comparaison, l'ISS est à 400 et Hubble à 590 km d'altitude. À cette distance, chaque engin couvre 38% de la surface de la Terre, contrairement à un émetteur situé plus proche. L'ISS ne voit par exemple que 3% de la surface de la planète en même temps. C'est logique, les signaux se diffusent en ligne droite. Donc si tu fous le truc à ras du sol, ça va se diffuser dans l'espace. Donc les satellites sont loin et hauts. Chaque satellite GPS fait le tour de la Terre en 11h58 minutes et 2 secondes, selon une inclinaison de 55 degrés. Comme on est en 3D et non plus sur un plan comme sur l'exemple de PH, il faut idéalement 3 signaux GPS simultanés. Mais généralement, on en utilise 4 pour plus de précision. C'est pour ça que leur position est calculée pour qu'on soit toujours couvert par 4 à 7 émetteurs. On appelle ça la trilatération. Bien entendu, quand je dis qu'on utilisait la lumière, c'est pas du rouge ou du bleu, parce que ça fonctionnerait pas dès qu'il y a des nuages. Non, ce sont des ondes radio, à 1575,42 MHz. Bon, elles ont leurs limites aussi, dès qu'on passe dans un tunnel par exemple, ou dès qu'on a quelques mètres de terre au-dessus de la tête, ça passe plus non plus. Là par exemple, ça passe pas. Contrairement à Sputnik, on va pas se contenter là d'envoyer un simple si bémol majeur, un signal linéaire. Mais comme pour la radio, on va envoyer des informations encodées, modulées dans le signal. Bonjour, je suis le satellite Intel, je t'envoie ce signal depuis cette position à telle heure très précisément. Le récepteur produit alors un signal identique et va comparer la position des deux ondes. Si les deux ondes se superposent parfaitement, c'est que celle de l'émetteur a été envoyée exactement au même moment, qu'il n'y a aucun temps de parcours, donc zéro distance entre vous et le satellite, et donc que vous êtes en train de mourir. Soit de froid et de suffocation dans l'espace, soit en vous prenant une boîte en métal tombant du ciel sur la tronche. Et plus l'onde se décale, plus le temps de parcours, et donc la position avec notre satellite a été longue. Puis on refait la même chose avec un deuxième satellite, signal « Bonjour, je suis satellite bidule, je suis situé ici, voici le signal à tester », et ainsi de suite. On a donc notre sorte de corde parfaitement identifiée qui nous donne la position par rapport à un point précis, une autre d'une autre couleur qui nous donne la position numéro 2, etc. On a donc 3 voire 4 estimations, 3 cercles possibles à combiner, et bim, position exacte. Mais pour être sûr de notre coup, pour que le signal soit exploitable, il faut que nos satellites soient tous parfaitement synchronisés à la milliseconde près, et synchro entre eux et avec notre récepteur. Seul tout petit souci, ce connard d'Einstein. Oui, pour connaître la distance, il faut savoir à quel moment précis est émis le signal, à la nanoseconde près limite. Problème, nos satellites orbitent à des vitesses importantes, plus importantes que nous. Et donc, comme l'a prédit Einstein, plus on va vite dans l'espace, moins on va vite dans le temps. L'horloge des satellites vieillit donc moins vite que nous. Ils ont moins de temps que nous dans la journée. Il faut donc les resynchroniser régulièrement. Un centre au sol les réajuste en permanence, pareil que nos appareils à nous. C'est pour ça d'ailleurs que nos appareils sont toujours réglés à la seconde près tous ensemble, sans qu'on ait besoin d'y toucher.
sinon il fonctionnerait pas. Même si les gamins d'aujourd'hui n'auront jamais le plaisir de se la jouer Parker Lewis en lançant un... Synchronisation des montres. Bah non, là c'est automatique. Et c'est pour ça aussi, si tu as un vieux TomTom dont tu te sers qu'une fois par an, qu'il met des plombes à s'allumer, parce qu'il est totalement désynchronisé. Il faut qu'il se remette à l'heure pour réussir à se relocaliser. Les satellites ne communiquent pas entre eux, et nos téléphones et montres ne communiquent pas avec les satellites. Eux, là-haut, se contentent juste d'arroser une zone. Comme ton poste de radio ne communique pas directement avec Koé. Il se contente juste de recevoir le signal. Depuis 2 ans maintenant, un système européen est progressivement en train de supplanter le GPS américain. Galileo. Galileo, du nom de Galilée. Sur ta chaîne également, Yann. Tout à fait. Galileo est une constellation de 30 satellites qui permet une précision à l'ordre du mètre. On a coutume de dire, le GPS te dit dans quelle rue tu te trouves, Galileo te dit de quel côté. Le projet Galileo commence à être pensé dès la fin des années 90. Plus précis, plus efficace, ce système a surtout été lancé par l'Europe pendant la guerre du Golfe parce que les Américains avaient brouillé leur signal, foutant les armées européennes dans la sauce. Il fallait donc assurer notre indépendance. Les satellites se situent un peu plus haut encore que les GPS, 23 000 km environ, et sont au nombre de 30. Tous les téléphones récents fonctionnent avec Galileo, Waze, Throttle. Toutes les applis se servent de ces données. Le système alterne entre les deux technologies en toute discrétion. C'est quand même beau la technologie. Je vous mets en lien la liste de tous les téléphones compatibles avec Galileo. Il y a des applis qui vous disent également quel système GNSS vous utilisez. Oui, GNSS, on en a déjà parlé aussi, c'est le nom général des systèmes de localisation. Global Navigation Satellite System. Les Ricains ont le GPS, les Ruskov ont GLONASS, les Noaches ont Beidou et nous donc Galileo. Donc ne parlez plus de votre GPS, on n'utilise plus vraiment ça. C'est votre GNSS dont le GPS fait partie. Voilà, bon voyage, bonnes vacances à tous, bon bouchon pour les Parisiens. Maintenant, vous savez tout le génie qui se cache dans cet outil devenu totalement indispensable. Merci à mes invités, merci à Kevin tout particulièrement qui m'a accompagné sur cet épisode. Allez voir sa chaîne, abonnez-vous, qu'il puisse s'acheter un vrai micro. Merci à Baptiste qui a relu ce script, mais la prochaine tournée est pour moi. Et un immense merci à Defecator et l'ami du bon goût qui sont venus nous faire un petit coucou sur cet épisode. La suite de cette série dans une semaine. Des bisous et n'oubliez pas que le génie est partout autour de nous, à 20 000 bornes au-dessus de nos têtes.